Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Dans ce studio, Philippe Carsanti, représentant de Donald Trump en France, et Louis Nadeau, journaliste politique à l'hebdomadaire Marianne. Ils vont faire vivre ces deux grands débats parce que c'est l'heure du grand débrief. On vient d'entendre David Rigolet-Rose qui a du mal à nous dire lequel des deux a gagné finalement. On a l'impression que c'est la parfaite neutralité. On est dans une situation extrêmement complexe. Philippe Carsanti, vous avez entendu l'interview de David Rigolet-Rose. Vous parlez au camp de Donald Trump ici en France. On a du mal, nous, à tout comprendre de Donald Trump. Qu'est-ce que vous comprenez de la situation et des négociations qui sont en cours actuellement en Chine et de ce que pourrait obtenir Donald Trump concernant le détroit d'Ormuz? Ce que j'ai compris, d'abord, j'ai trouvé l'analyse de David Rigolet-Rose assez honnête et assez transparente. Effectivement, on a deux leaders mondiaux, les deux numéros 1 mondiaux, qui ont des intérêts communs. Le détroit d'Ormuz n'est pas un problème économique pour les États-Unis, sauf pour ce qui concerne le prix du baril. Mais le prix du baril, comme les États-Unis sont exportateurs nets de pétrole, ce n'est pas un problème pour eux. En revanche, c'est notre problème. C'est moins un problème pour eux que pour nous, ça c'est clair. C'est notre problème. C'est pour ça que quand j'entends toujours certains commentateurs dire ça n'est pas notre guerre, c'est beaucoup plus notre guerre que ça n'est celle des États-Unis en termes de répercussions. Ça, c'est le premier point. Pour ce qui concerne les Chinois, ils ont non seulement le problème du pétrole iranien et en général du pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz, mais ensuite au niveau du commerce international. Donc, en fait, on a deux leaders qui ont intérêt à ce que ça se déboucle. Du côté de l'Iran, ils ont compté beaucoup sur la Chine à deux niveaux, au niveau de l'armement et au niveau du renseignement. Je pense que la première chose qui a été effectuée du côté américain, c'est de demander à la Chine de cesser le renseignement. Pour ce qui est l'armement qui a déjà été transféré, c'est difficile de revenir en arrière. Mais en revanche, le renseignement, c'est quelque chose d'actif et c'est quelque chose sur lequel l'administration américaine doit faire pression sur la Chine. C'est quoi le plan de Donald Trump ou de l'administration de Donald Trump pour essayer de sortir de cette crise concernant Ormuz? Alors, le plan, il est plus général. J'avais déjà crise qu'elle a créée elle-même. Pardon. Crise qu'elle a créée elle-même. Non. Alors, la crise, elle est créée par l'Iran depuis... Ça fait 47 ans que l'Iran déstabilise la planète. Ça fait 47 ans que l'Iran pose des bombes dans le monde entier, en France, en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique latine, partout. Ça fait 47 ans que l'Iran déplace des armées, crée des armées, ce qu'on appelle des proxys. En fait, ce sont des armées délocalisées. Le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, qui déstabilisent toute la planète. Et donc, il était temps, à un moment donné, de faire en sorte que l'Iran cesse d'être une menace. Et l'objectif final de l'administration Trump, comme de l'administration israélienne, quelle qu'elle soit, ce sera Netanyahou là, et dans quelques mois, ce sera probablement un autre Premier ministre, quelle qu'elle soit, et d'obtenir un changement de régime. Parce que l'Iran est une grande civilisation, un grand pays, mais les mollahs, les ayatollahs, et donc les gardiens de la révolution ont déstabilisé la planète, et il est temps de les mettre à terre. Alors on ouvre le débat, justement. Celui que vous avez entendu, c'est Louis Nadeau, journaliste à Marianne. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous dit Philippe Carsanti? On peut être que d'accord, pardon, sur un point, c'est que le départ des mollahs et le changement de régime est évidemment souhaitable. Cela dit, quand je vous entends dire que l'Iran déstabilise la planète depuis 50 ans, qu'est-ce qu'on devrait dire des États-Unis et de l'interventionnisme américain qui a quand même semé le chaos à travers un bon tiers du globe toutes ces dernières années. Ce qui est quand même un petit peu gaguesque dans la situation actuelle, c'est que on est en train de regarder Trump se satisfaire de résoudre une crise, encore une fois, qu'il a quand même lui-même provoqué. Alors, je comprends. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que les États-Unis ont créé beaucoup de crises dans le monde, notamment avec la guerre en Irak, à laquelle Donald Trump était opposé. Je rappelle que c'est vraiment très important de rappeler que Donald Trump s'était opposé à cette guerre. Il avait fait des déclarations publiques. À l'époque, Joe Biden, qui était sénateur, l'avait soutenu, cette intervention en Irak. Donc, c'est pour montrer qu'en fait, les choses sont pas aussi simples entre républicains et démocrates. Maintenant, la crise, vous savez, c'est comme un chirurgien. Quand un chirurgien vous ouvre, vous dit « Ah là, il est en train de mettre un couteau dans la peau de quelqu'un ». Non, il est en train d'ouvrir, et Trump est en train de résoudre une crise mondiale sur laquelle on est confronté. Qu'est-ce qui résout précisément? Il est en train de mettre... Louis Nadeau, il fallait pas intervenir en Iran? Manifestement. Non, mais il fallait pas intervenir en Iran? Alors, je suis pas stratège. Non, mais, oui, mais c'est un peu ce que vous nous dites. Non, ce que je dis, c'est que, a priori... Vous nous dites qu'est-ce qu'il résout? Parce qu'effectivement, il y avait une crise.
Mais de fait, le régime est toujours en place. Et ça, oui. Si vous regardez, ça oui, mais ça commence parce qu'il y a une intervention. La prétendue victoire écrasante des États-Unis, elle est à relativiser. Ce matin, enfin en tout cas, le New York Times et le Washington Post viennent de sortir une enquête expliquant que les armes, les missiles balistiques iraniens étaient toujours opérationnels en partie. Il y en a bien sûr toute une partie qui a été détruite. Ah bah alors donc mais le New York Times, faut dire objectivement, très concrètement, le New York Times est devenu un torchon. Et je vous le dis très objectivement, vous le verrez, le New York Times va être condamné. Aussi. Comment ? Non mais je vous parle du New York Times, c'est très important. Le New York Times sera condamné prochainement pour des procès en diffamation parce qu'ils ont menti, intoxiqué l'opinion internationale avec des reportages. Pour qu'on comprenne bien, le New York Times appartient à qui aujourd'hui ? Il est dans la main des démocrates, des républicains. Il est totalement démocrate, mais voilà. C'est l'extrême gauche démocrate, quoi. C'est Bernie Sanders, c'est vraiment c'est Alexandria Ocasio-Cortez, c'est vraiment l'extrême gauche totalement, mais anti-américaine, anti-occidentale, anti-israélienne, limite antisémite, naturellement, qui est détenue par des juifs d'extrême gauche aux États-Unis. Donc il faut comprendre un petit peu de quoi on parle. Le New York Times, c'est devenu un torchon. C'est devenu objectivement un torchon. Mais Philippe Carsanti, dans tous les cas. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur la guerre, là vous avez raison, la guerre n'est pas encore gagnée. Vous avez entièrement raison. En revanche, militairement, c'est-à-dire, la paix n'est pas obtenue, mais militairement, c'est du 6-0, 6-0 pour l'instant. On attend le 3e set. Moi, je pense qu'on aura encore une confrontation militaire pour arriver à déloger les mollahs qui sont vraiment la problématique majeure. Louis Nadeau, justement, on peut considérer qu'il y a eu une première étape qui consistait à décapiter, pardon pour le terme, mais c'est un peu ça quand même, et c'est en tous les cas le terme qui a été utilisé par les Américains, pour décapiter le régime théologique des mollahs, même si... Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, parce que, évidemment, derrière ceux qui ont été éliminés, il y en a d'autres, et c'est continuel. Mais, évidemment, ce que nous dit Philippe Carsanti, c'est qu'on est un peu entre deux. C'est-à-dire qu'il y a eu une première phase, une phase une offensive militaire qui était, et vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, nécessaire, parce qu'il fallait intervenir contre ce régime. Et effectivement, maintenant, on est au milieu d'une autre problématique, et là, pour le moment, on ne voit pas comment Donald Trump peut sortir de cette affaire. Dans l'intervention elle-même, alors sans être stratège militaire, il y a quand même... quelque chose d'étonnant, qui est que on sait que le régime est extrêmement implanté. C'est pas du tout le même cas qu'avec Maduro. Les gardiens de la révolution, c'est plusieurs centaines de milliers de combattants. Il était évident que des frappes limitées, comme ça a été le cas au début, ne ferait pas tomber le régime. Philippe Carsanti, comment Donald Trump peut sortir de cette situation? En fait, on est en train d'avancer. Vous savez, on a 40 jours de guerre, 36 jours de cessez-le-feu pour l'instant. On est trop impatient. Mais beaucoup trop impatient. Regardez, toutes les guerres ont pris du temps. Regardez, la Russie en Ukraine nous expliquait que c'était une opération spéciale. Ça fait plus de 4 ans. Ça dure en Russie et en Ukraine, ça dure plus que depuis la Première Guerre mondiale. On est à 40 jours de guerre pour l'instant. Ce qui est en train de se passer au niveau américain et au niveau israélien, parce que n'oubliez pas que entre les deux, il y a aussi les pays du Golfe, les Émirats, Bahreïn, l'Arabie Saoudite, qui sont aussi en bateau. C'est la première fois que les États-Unis ont réussi à faire une alliance avec Israël et les pays du Golfe. Actuellement, on fait du renseignement au niveau satellitaire, mais aussi sur le terrain. Vous savez que le Mossad est extrêmement bien implanté en Iran et qu'il travaille. Et on a sur le sol des troupes, on a 90 millions d'Iraniens qui sont sur le sol. Alors malheureusement, et ça je l'ai regretté, et je l'ai déjà dit chez un de vos confrères, je regrette que les États-Unis et Israël ne soient pas intervenus au moment, en janvier, quand 40 000 personnes ont été massacrées en Iran. J'ai une question à ce sujet-là d'ailleurs. Pourquoi avoir tardé ? L'Amérique n'était pas prête, ou est-ce que c'est Israël qui a demandé aux États-Unis? Parce que de ce qu'on a compris, vous allez me dire si je me trompe, Donald Trump avait plutôt la volonté d'intervenir assez vite après les événements de janvier pour répondre à la demande de la population. Il s'agit de ça, Louis Nadeau, quand même. Je veux dire, en janvier, on a un soulèvement populaire. Pourquoi à ce moment-là, les Israéliens temporisent? Alors, ce ne sont pas les Israéliens, en fait, il fallait trouver la frappe d'opportunité. La frappe d'opportunité de tuer les 40 leaders iraniens au même moment, il fallait qu'elle se constitue. C'est tout un travail. Vous savez, le renseignement qui a permis de faire en sorte qu'ils soient réunis et de les frapper. Donc,
il y avait d'abord un moment d'opportunité. Je regrette à ce moment-là qu'on n'ait pas pu intervenir directement, naturellement, comme tout le monde le regrette, comme les Iraniens. Mais il faut vraiment comprendre à qui on a affaire. On a vraiment. Je voudrais juste finir là-dessus. Et après, je donne la parole à Monsieur Nadeau. Mais on a un régime qui nous tient en otage depuis 47 ans. Et regardez, ils ont trouvé ce détroit d'Ormuz qu'on a toujours su, qui était toujours un levier très important sur le commerce social, et ils nous prennent en otage là-dessus. Ils prennent en otage la planète. Ils ont pris des otages partout. Mais de leur point de vue, excusez-moi, mais de leur point de vue, c'est tout à fait logique de faire ça. Logique, c'est-à-dire quoi? De prendre en otage la planète en général, sur tous les sujets? Enfin, il est évident, il est évident qu'ils vont pas avoir le dessus militairement sur l'armée américaine. Je veux dire, ils se battent. Je les cautionne pas du tout, mais d'un point de vue pragmatique, ils se battent avec leurs armes. Vous avez raison, mais c'est pour ça qu'il faut neutraliser ce régime. Et la planète se portera mieux quand on aura neutralisé ce régime. C'est vraiment l'objectif final. Pour le moment, en tous les cas, on ne sait pas comment Donald Trump va se sortir de cette situation. On est nous aussi au milieu d'une discussion. On marque une petite pause, on la reprend tout de suite parce que on est avec Philippe Karsanti, spécialiste et représentant de Donald Trump ici en France. On débat de cette situation. On a entendu tout à l'heure David Rigoleros nous expliquer que la situation est extrêmement complexe à Pékin, que d'une certaine façon les deux grandes puissances mondiales se neutralisent. On espère qu'il pourra y avoir un débouché sur cette situation du détroit d'Ormuz parce que ça a un impact direct sur le prix à la pompe et sur votre carburant. Vous êtes sur Sud Radio, on se retrouve dans un instant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. On poursuit ce débat dans ce studio. Philippe Karsanti, représentant de Donald Trump en France, et Louis Nadeau, journaliste politique à l'hebdomadaire Marianne. Et on a ouvert le chapitre Donald Trump-Xi Jinping parce que la rencontre des deux grands hommes, j'ai envie de dire, en tous les cas du point de vue de la puissance, ça c'est indiscutable, elle a lieu en ce moment à Pékin. Vous le savez, Donald Trump est sur place en Chine avec son administration, une partie de son administration et un certain nombre de ses représentants du domaine économique également là-bas à Pékin pour une visite de 3 jours. On a beaucoup parlé hier du détroit d'Ormuz, mais on voit pas la sortie du tunnel, si je puis dire. On n'a pas encore bien compris s'il pouvait y avoir une sortie. Et on est avec Philippe Karsanti, représentant de Donald Trump en France, ici dans ce studio. Et juste avant la pause, Philippe Karsanti, vous nous disiez non, a priori, si les États-Unis ont un peu tardé à intervenir, c'est pas tellement du fait d'Israël. C'est parce que finalement il y avait aussi la problématique des porte-avions et une problématique technique, et puis il y avait une problématique technique et de renseignement. Et une surprise au niveau de ce qui s'est passé à Téhéran, ça a duré 2 jours. Il y a eu la première chose technique, mais il y a eu aussi la frappe d'opportunité, c'est-à-dire que pour décapiter le régime comme ça a été fait le 28 février, il fallait avoir il fallait réussir d'abord à réunir ces gens-là et avoir le renseignement et pouvoir frapper à ce moment-là. Justement. Ce qui n'a pas été le cas. Et contrairement à ce qu'on a pu voir au Venezuela, où Maduro a été changé a été remplacé par sa vice-présidente, et ça a totalement fait basculer le pays, l'Iran, c'est une mafia. Il y a des centaines de milliers de gardiens de la révolution qui tiennent le pays, il y a beaucoup d'argent là-dedans, la population est prise en otage. Il faut se rendre compte que c'est quand même, quand je vous dis que la planète entière est prise en otage, même les 90 millions d'Iraniens sont pris en otage par cette mafia qui inonde le monde de drogue, qui inonde le monde de terrorisme, qui déstabilise la planète. Cette mafia, c'est un terme qui vous appartient, c'est un régime en tous les cas... non, mais j'assume. Pas vraiment démocratique, ça, ça on l'a bien compris. J'assume, c'est théologique. Non, mais bien sûr, vous assumez, je sais bien. C'est beaucoup d'argent. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça, Louis Nadeau? Vous utiliseriez ce terme? Aux mafias, probablement, ça me choque pas en tout cas. On peut accoler tous les adjectifs péjoratifs au régime des mollahs. Ça me choque pas du tout. Ce qui me choque en revanche, c'est que les États-Unis s'arrogent le droit d'intervenir partout. Mais j'ai envie de dire, c'est un autre débat parce que maintenant ils sont intervenus. Ça y est. Je comprends le débat de l'interventionnisme, mais c'est vrai que Donald Trump. Je voudrais répondre à ça parce que parce que durant la campagne électorale, on vient d'avoir quand même 2 exemples. Enfin, je vois pas comment vous allez m'expliquer que les États-Unis de Donald Trump ne sont pas interventionnistes aujourd'hui. Il avait dit qu'il ne le serait pas durant la campagne électorale. Alors, donc ça, sur ce point, il a dit que son objectif était de faire la paix sur la planète entière. Ça, c'est la première chose. Mais donc les États-Unis, gendarmes du monde. Non, mais s'il le faut, il faut un gendarme. À un moment donné, comprenons une chose. Ce qui s'est passé au Venezuela, qui inondait les États-Unis de drogue, qui déstabilisait la planète dans le monde entier, qui alimentait les réseaux terroristes,
était un problème qui est en train d'être réglé. Pour ce qui concerne l'Iran, c'est la même chose. Attendez, Quels sont les enjeux? Quels sont les enjeux? Quels sont les enjeux? Le prétexte de la lutte anti-drogue pour le Venezuela, pardon, mais il est ridicule. Non. Si. Non. Non, mais le soir même de l'intervention. On parle pas du Venezuela, en tous les cas, ce matin. Oui, mais c'est quand même un petit peu, enfin, pardon, là, il y a quand même une contre-vérité. Promenez-vous dans les rues des États-Unis. La drogue est une catastrophe. Mais je voudrais juste finir. 80% du trafic vient de la Colombie en ce qui concerne la cocaïne. Mais il passe par le Venezuela et il arrive. Bah oui, mais c'est ça le problème. C'est le canal de distribution. Le soir même, excusez-moi, le soir même de l'intervention, Donald Trump parlait des véritables raisons de l'intervention qui sont le contrôle du pétrole. Vous pouvez pas. Ça, c'est une raison stratégique vis-à-vis de la Chine. Vous avez raison aussi. Vous savez, les choses ne sont pas unicausales, elles peuvent être multicausales. Mais je voudrais revenir sur l'Iran. Expliquer que l'Iran, c'est de l'interventionnisme. Non, l'Iran continue à déstabiliser la planète depuis 47 ans. Regardez ce qu'ils ont fait avec le Hamas. Regardez ce qu'ils font avec le Hezbollah. Regardez ce qu'ils font avec les Houthis. Avec les Houthis, c'est aussi... Expliquez-le, parce que je suis pas sûr que tous nos auditeurs comprennent. Trois armées. À Gaza, une armée, le Hamas, financée par l'Iran, armée par l'Iran, qui a donc provoqué la guerre le 7 octobre et qui a vraiment provoqué une attaque génocidaire contre Israël. Au nord, le Hezbollah, qui est aussi une armée délocalisée iranienne. D'ailleurs, on a même demandé à l'ambassadeur d'Iran de quitter le Liban. L'ambassadeur est resté et est maintenu grâce ou à cause du Hezbollah. Et c'est le Hezbollah qui déclenche la guerre contre Israël quand il y a la guerre avec l'Iran, montrant bien que c'est une armée étrangère. Et les Houthis qui sont au Yémen et qui bloquent le détroit de Bab el-Mandeb. Eux aussi soutenus par l'Iran. Par l'Iran. Donc en fait, on a un pays qui a des armées délocalisées, qui déstabilisent la planète dans le monde entier. Il est temps de mettre à bas les mollahs. Je vous dis très clairement, à bas les ayatollahs, à bas les gardiens de la révolution. On doit les mettre à bas, totalement. Bon, ça, je pense que sur ce point, j'ai envie de dire tous les deux. On en a besoin aussi. Non, mais ce constat-là, dépassons ce constat, parce que les auditeurs veulent aussi savoir comment on va pouvoir sortir de cette crise aujourd'hui. Donc, moi, Philippe Carsanti, vous êtes là aussi pour nous dire ce matin, mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Donald Trump? Comment on fait pour sortir de cette situation? Bah oui. Alors, j'aimerais bien y être complètement, mais ce que je peux essayer de vous dire, c'est ce que je comprends. Vous parlez avec certains de ces ce que j'essaie de travailler avec lui. Ouais. C'est qu'en fait, il y a l'alliance. Et c'est ça vraiment qu'il faut saisir, c'est l'alliance nouvelle avec les États du Golfe. Israël et les États-Unis ont bien compris qu'on ne pouvait plus avoir cet acteur de la déstabilisation internationale au Proche-Orient et qu'il fallait changer de régime. Ça, c'est un fait. On avance. Donc, on avance. On a, comme je vous le disais, 90 millions d'Iraniens qui a priori, la Chine n'est pas d'accord avec ça. Pardon, alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que la Chine est d'accord avec... La Chine veut du pétrole pas cher, et donc a besoin de cesser cette déstabilisation, et la Chine en a marre, et ne veut en aucun cas que l'Iran soit nucléaire. Ça, c'est un élément très important. Mais pour ce qui concerne l'objectif... Et sur ce point, d'ailleurs, sur le point nucléaire, il faut le dire à nos auditeurs, parce qu'on entend beaucoup de gens dire cette guerre n'a servi à rien. Pardon, mais sur ce point, les experts sont très clairs. Du fait de l'intervention, il y a un recul pour l'Iran. Expliquez-nous, Philippe Carsanti. D'une certaine façon, l'Occident a gagné au moins 10 ans. Oui, mais justement, mais dans ces 10 ans, je dirais même dans les 10 mois qui viennent, c'est cela où on doit obtenir le changement de régime. Et encore une fois, on a un troisième élément dont on n'a pas parlé, parce qu'on a parlé des guerres, des armées délocalisées, ce qu'on appelle les proxys, du nucléaire, mais il y a aussi le troisième élément, c'est le balistique. Le balistique qui déstabilise toute la région. C'est-à-dire c'est-à-dire les missiles qui sont tirés sur les Émirats Arabes Unis, sur l'Arabie Saoudite, sur Bahreïn et même sur le Qatar, qui était quand même le grand allié. Le Qatar est quand même le grand supporter du terrorisme international depuis une vingtaine d'années. Sont eux qui ont répandu, je dirais, ce cancer partout sur la terre entière en soutenant les pires organisations, notamment des frères musulmans. Et même ces gens-là ont été frappés par les Iraniens. C'est vous dire à quel point les Iraniens sont allés dans une folie et que maintenant, et encore une fois, je vous dis, on a le temps. Les États-Unis ont leur midterm dans 6 mois et Trump est prêt. Attendez, je vous ai finir. Et Trump est prêt à faire une croix sur les midterms s'il faut réparer la planète. Ah, ça, c'est une information que vous nous donnez. Voilà. C'est une information, c'est ce que je ressens. Il fera tout pour les gagner, mais en tout cas, son objectif... Je peux pas croire que Donald Trump, vous dites, il fait une croix sur les midterms. Il est prêt à faire une croix parce qu'il rentrera dans l'histoire. Oui, mais en faisant chuter les mollahs, en changeant de régime, en obtenant un régime qui serait... Même pas, on n'a même pas besoin que les 2 dernières années de mandat sont ingouvernables pour lui. Elles seront tout à fait gouvernables. Regardez, les États-Unis ont chaque fois perdu, les présidents ont chaque fois perdu les midterms et ils ont quand même continué à gouverner. Sur 8, Voilà. Mais en fait, là, ce qu'il faut bien voir dans cette situation-là, c'est que
Trump veut rentrer dans l'histoire. Il aura fait un premier mandat en 2000. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il va prendre son temps. Vous êtes en train de nous dire qu'il va prendre son temps, mais c'est une information importante. Il n'est pas aussi pressé que nous. Nous sommes pressés, nous avons un problème de pétrole, nous Européens, nous Occidentaux, nous avons un problème de pétrole et nous avons un problème de commerce international. Problème que Donald Trump a créé. Encore une fois, non, mais parce que je vous entendais parler de l'Occident. Non, mais je vous entendais parler de l'Occident tout à l'heure. Il y a quand même quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'Occident, ça n'existe que dans la tête de Monsieur Karsanti et des soutiens de Donald Trump. Pas seulement, quand même. Pas seulement, mais enfin. Objectivement, les Européens et la France n'ont pas les mêmes intérêts que les États-Unis. Je veux dire, on parle d'un pays qui nous a mené une guerre commerciale. C'est vrai que la France a eu une position beaucoup plus mitigée, ça c'est certain. Mais l'Iran nous a mené une guerre physique, nous a fait poter des bombes, nous a pris des gens en otage. Mais monsieur Karsanti, attendez, laissez-moi parler. Je veux dire, les États-Unis nous ont mené une guerre commerciale tout récemment. Les États-Unis interviennent de sorte que, au final, c'est les Français, les citoyens français et françaises qui voient le prix à la pompe exploser. Je veux dire, exploser, raisonnable. Non, mais c'est nous qui payons. C'est nous qui payons effectivement. Le camp, on n'est pas aligné sur les États-Unis d'Amérique. Et je vais vous dire une chose. L'axe Téhéran, Moscou, Pékin, qui est rejoint par l'islamo-gauchiste Madrid, Pedro Sanchez, m'inquiète parce que n'oubliez pas une chose, que Pedro Sanchez, qui est allié maintenant avec l'Iran, avec la Chine et l'Iran, détient le détroit de Gibraltar. Imaginez s'il lui venait l'idée de faire la même chose au détroit de Gibraltar. C'est gaguesque. Non, mais je vous dis, faut comprendre. C'est pas parce qu'on s'oppose aux États-Unis que tout d'un coup on est allié. Ils sont alliés avec le Hamas, alliés avec les terroristes de la planète entière. Oui. Pedro Sanchez est vraiment. Merci messieurs, on a bien compris en tous les cas, Philippe Karsanti, vous qui êtes le représentant de Donald Trump ici en France, vous pensez qu'on est parti sur un conflit qui va durer et c'est évidemment une clé qui est donnée à nos auditeurs parce que nos auditeurs aimeraient bien effectivement que cette crise s'interrompt, s'arrête et que enfin le détroit d'Ormuz puisse laisser passer tous les tankers et tous les pétroliers donc qui viennent alimenter l'Europe. Mais comme vous l'avez très bien dit, c'est avant tout le problème plus de l'Europe en tous les cas que des États-Unis. Merci messieurs, c'est la fin de ce débat. Dans un instant, les informations, il est presque 9h.